Mode. Alors, bonjour à tous et à toutes et merci d'avoir patienté. Mon nom est Pascal Bello, je suis directrice des affaires publiques et des communications au CCPA et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire. La présentation d'aujourd'hui porte sur les instructions pour remplir le formulaire d'utilisation des animaux d'expérimentation que le CCPA utilise pour compiler les données annuelles d'utilisation d'animaux en sciences au Canada. Donc, comme vous le savez, il était prévu d'offrir le webinaire il y a 2 semaines, mais en raison de difficultés techniques qui étaient indépendantes de notre volonté, on a dû le reporter. Alors, on est vraiment très heureux d'offrir le webinaire aujourd'hui, mais on s'excuse de tout inconvénient que ça aurait pu vous causer. Donc, avant de commencer, j'aimerais mentionner quelques informations importantes. Premièrement, si vous éprouvez des difficultés techniques et que vous ne pouvez, par exemple, pas voir ou pas entendre le webinaire, vous pouvez composer un des numéros suivants. Donc, il y a un numéro sans frais, le 1-866-532-1187. Il y a aussi un numéro direct, le 1-805-617-7501. Et ça va vous demander le numéro de référence qui est le 126-058-235. Deuxièmement, je vous suggère quelques petits trucs pour maximiser la qualité de l'audio. Donc, vous pouvez ajuster à votre convenance le volume des haut-parleurs de votre ordinateur. Je vous suggère aussi d'éloigner tout appareil électronique, comme par exemple un téléphone cellulaire, pour éviter les interférences avec vos haut-parleurs. Et je vous suggère de débrancher tout équipement qui serait muni d'un microphone intégré, comme par exemple une caméra web. Et je vous rappelle que la séance d'aujourd'hui est enregistrée et que tous nos participants sont présentement en mode écoute seulement. Ce sera le cas durant toute la présentation. Encore une fois, c'est pour assurer une qualité audio qui soit optimale. Par contre, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas échanger avec vous, bien au contraire. Alors, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions par écrit. Vous pouvez le faire à tout moment lors de la présentation. Il suffit d'écrire votre question, de la soumettre dans la section « Questions » qui est située sur le côté droit de votre écran. Donc, on va les recevoir de façon simultanée et on va les présenter lors de la période de questions qui sera à la fin de notre présentation d'aujourd'hui. Donc, on a un groupe plutôt intime aujourd'hui. On a peu de participants, alors ne vous gênez pas pour nous envoyer vos questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à notre présentateur, le docteur Gilles Demers, directeur des évaluations au CCPA. Alors, docteur Demers, c'est à vous. Merci Pascal. Je veux d'abord souhaiter la bienvenue à tous les participants au webinaire sur les instructions pour compléter le formulaire d'utilisation des animaux en expérimentation. Pour faciliter cette présentation, je voudrais mentionner que à toutes les fois que j'aurai à prononcer le formulaire d'utilisation des animaux en expérimentation, j'utiliserai tout simplement le terme formulaire. Voici un aperçu des sujets qui seront discutés aujourd'hui. Tout d'abord, nous allons parler de l'importance pour le CCPA de recevoir vos données sur l'utilisation des animaux en sciences et des objectifs reliés à ces données. Ensuite de ça, nous allons parler des modifications apportées au programme de cueillette des données pour 2013. Ensuite de ça, on va faire une description assez importante des données qui sont requises dans le nouveau formulaire. Ensuite de ça, nous allons parler de la publication des données pour 2011. En décembre dernier, le CCPA a en effet publié les données sur l'utilisation des animaux en 2011 dans un document qui est beaucoup plus flexible qu'avant et avec une approche visuelle différente. On va pouvoir voir ça ensemble. Et finalement, on va regarder aussi l'utilisation des données du formulaire par les établissements et par les CPA locales. Si on s'appelle le mandat du CPA, le CPA a le mandat de surveiller, au nom de la population canadienne, le soin de l'utilisation éthique des animaux utilisés en sciences, à savoir évidemment recherche, enseignement et tests. Dans le formulaire d'utilisation des animaux en expérimentation, celui-ci a un lien étroit avec le mandat du CPA
Et on va le voir tout simplement dans les buts donnés sur l'utilisation des animaux. Tout d'abord, la responsabilisation envers le public, en fait, l'importance de la transparence. Et donc, pour plus de transparence, le CCPA doit fournir au public une information générale sur le nombre et les espèces d'animaux utilisés en sciences. Et de plus, il doit fournir de l'information sur la douleur et l'inconfort provoqués lors des expérimentations animales. Les variations du nombre d'animaux utilisés et des espèces animales utilisées ont un impact important sur les réactions du public. Le public est souvent réagit lorsqu'il voit un nombre important d'animaux utilisés en sciences. Il se demande pourquoi, il se demande comment ces choses-là se font. Et ensuite, aussi, au sujet des espèces qui sont sensibles pour le public, à savoir les chiens et les chats, qui sont souvent des animaux domestiques vivant dans les maisons, et aussi l'utilisation des primates, qui est actuellement très contestée par le public. Maintenant, le but, les données que l'on reçoit sur l'utilisation des animaux nous permettent de définir les secteurs préoccupants en matière de bien-être animal. Ainsi donc, on s'aperçoit qu'au cours de la dernière décennie, les souris, par exemple, ont été utilisées en quantité extrêmement importante, surtout les souris modifiées génétiquement et tout ça. Donc, le CCPA utilise les statistiques utilisées annuellement, de l'utilisation annuelle des animaux pour justement décider de développer des lignes directrices sur le soin et l'utilisation des animaux, comme dans le cas précis ici sur les souris. Et étant donné le secteur un peu délicat de l'utilisation des primates, le CCPA travaille actuellement, le bureau des lignes directrices, travaille actuellement à développer des lignes directrices sur l'utilisation des primates. Maintenant, on s'est aperçu au cours des dernières années qu'il y avait eu, par exemple, 40 000 souris utilisées dans des tests de toxicité sur des crustacés. Et on utilisait des souris pour détecter, par exemple, la présence d'acide domoïque ou de l'empoisonnement par le zinc. Et on savait que les animaux étaient utilisés en quantité quand même relativement importante, au même moment où il y avait des tests in vitro qui étaient en développement. Et le CCPA a travaillé en étroite collaboration avec les agences régulatoires et les autres pays pour justement éliminer l'utilisation des souris pour les tests de toxicité pour les crustacés. Donc, c'est une victoire importante due au fait que nous avons été sensibilisés de façon très claire sur l'utilisation d'un grand nombre d'animaux à cet égard. Maintenant, les agences subventionnaires, c'est-à-dire les institutions, les instituts de recherche en santé du Canada et le Conseil de recherche en sciences naturelles et génie, en fait, les deux agences subventionnaires qui supportent le CCPA, ils ont suggéré au CCPA que l'on formule des mesures ou établisse des critères pour analyser les données recueillies à ce jour afin de présenter une information qui soit utile et percutante. En fait, au niveau utilité, on vient de voir l'exemple que j'ai donné tantôt sur les souris qui étaient utilisées pour les tests de toxicité pour les crustacés. Je pense que ça a été assez évident que les données accumulées par le CCPA ont été utiles. Percutantes, ben, si on a à regarder, depuis que le CCPA a développé les lignes directrices sur les points limites en 1998, le nombre d'animaux utilisés dans la catégorie de techniques invasives E, c'est-à-dire que la mort est le point terminal avec souffrance importante, a diminué de façon extrêmement importante. Donc, c'est des gains qu'on a fait grâce justement à l'utilisation des statistiques de l'utilisation des animaux en recherche, en enseignement et pour les tests. Maintenant, quelles sont les modifications que l'on veut apporter ou qui sont demandées concernant la collecte des données pour 2013? Alors, pour améliorer la qualité et la fiabilité des résultats, en faciliter l'harmonisation des données qui sont fournies par les institutions, en fait, nous demandons qu'un feuillet Excel, un chiffrier Excel, soit utilisé. C'est un document qui est flexible,
pour lequel on peut faire différentes colonnes et marquer les résultats donnés. Et si on ajoute ce document Excel et qu'on suit les instructions qui ont été publiées dans le document intitulé « Instructions pour remplir la fiche d'utilisation des animaux d'expérimentation du CCPA », on vous explique comment ces informations-là devront être fournies au CCPA. D'ailleurs, voici un modèle standard de document qui devrait être envoyé annuellement au CCPA. Le changement le plus important cette année, en fait, c'est de demander à toutes les institutions d'utiliser un document Excel qui soit standardisé, c'est-à-dire qu'on ait exactement les colonnes qu'on voit en ce moment. Le tout pour permettre un résultat qui est fiable, tout en réduisant le travail des employés du CCPA, qui, lorsque l'on reçoit les documents, les données sur des documents qui ne sont pas de ce type-là, il y a souvent des erreurs lorsqu'on fait la transcription du document. Et lorsqu'on utilise au moins un document Excel, on peut permettre de copier-coller les résultats et s'assurer de la fiabilité. Les colonnes qui sont là ne sont pas nécessairement les colonnes qui sont les seules colonnes qui sont dans votre document. Il y a des colonnes qui existent dans la plupart des institutions que l'on visite où on mentionne à côté du numéro du protocole, où on mentionne le nom du chercheur. Il y a aussi une colonne qui existe dans la plupart des institutions qui donne le nombre d'animaux qui étaient acceptés lors de la révision du protocole pour l'année à venir. Ces deux colonnes-là sont extrêmement importantes pour l'institution, mais pour le CCPA lui-même, ne représente aucun intérêt lorsque on nous rapporte le nombre d'animaux utilisés. Alors donc, si les colonnes que je vous ai mentionnées, le nom du chercheur et le nombre d'animaux utilisés dans le protocole de l'année à venir, vous pouvez les avoir, mais ne pas les fournir au CCPA au moment où vous nous envoyez les résultats. Si vous regardez ici cette diapositive, vous verrez l'importance et tout le travail qui est effectué pour traiter les données que l'on reçoit. Les données nous ont soumis. Il y a quand même 11 000 protocoles qui nous sont soumis provenant de 200 établissements. Il faut s'assurer que l'on prenne soin d'identifier la date où l'on reçoit ces documents-là. Il faut qu'on fasse un examen préliminaire avec accusé de réception à l'institution et surtout s'assurer que de quelle façon les données sont saisies. Si on voit la dernière, à la deuxième colonne, la dernière ligne en bas, les données de la FUAE saisies sur une feuille Excel s'il y a lieu. Alors, quelquefois, ce n'est pas fourni sur formule Excel, ça cause des problèmes. Ensuite, on fait une première validation et on regarde surtout, par exemple, au niveau des espèces, chien, chat, c'est de quelle catégorie? C'est des animaux qui viennent de fourrière, des animaux qui ont été élevés spécifiquement pour la recherche. On s'assure de la validité des catégories techniques invasives et des buts de l'expérimentation, le nom de l'espèce, de la réutilisation au cours des années précédentes. Par la suite, on passe à une deuxième validation qui est faite par un autre membre du personnel du CCPA qui, lui, s'assure à réviser les questions qui ont été soulevées précédemment et à signaler toute erreur qui soit encore devra être corrigée et informer les institutions à ce sujet-là. Et par la suite, évidemment, suite au suivi des établissements, d'une part, les informations finales nous sont fournies et ça nous permet de publier des statistiques annuelles. Alors, donc, vous voyez tout le travail qui est accompli et donc, ça demande une étroite collaboration avec l'institution. Maintenant, on va prendre chacune des étapes, chacune des colonnes, si vous voulez, du formulaire et voir justement avec un commentaire comment on peut s'assurer de faire les choses adéquatement. La plupart du temps, quand on fait des choses incorrectes, c'est parce qu'on ne le fait pas par mauvaise volonté, c'est tout simplement parce qu'on ne sait pas exactement comment le faire. Donc, c'est le but du webinaire aujourd'hui. Alors, nous commençons d'abord avec le protocole de numéro unique. C'est évident, chaque protocole a un numéro. Il peut y avoir quelquefois un même protocole qui est rapporté deux fois, mais c'est le même protocole, donc à deux numéros. On verra tantôt lorsqu'il y a des catégories techniques invasives différentes. Par exemple, dans un protocole, on peut décider d'en faire deux, mais avec le même numéro. Et ensuite, ça permet, lorsqu'on veut faire une référence, soit durant une visite d'évaluation du CCPA,
ou lorsqu'on parle à une institution et qu'on essaie d'identifier quelque chose qui nous semble incorrect, ben, on peut l'identifier avec le numéro du protocole unique. Ensuite de ça, il y a la colonne qui touche la catégorie de techniques invasives. La catégorie de techniques invasives, vous le savez très bien, elle est basée sur la politique du CCPA, sur les catégories de techniques invasives en expérimentation animale. C'est un document qui a été produit en 1991. Et là, on retrouve les catégories de A à E. Évidemment, au niveau du rapport dans le formulaire, c'est uniquement les catégories B, C, D et E qui doivent être apportées parce que la catégorie A, expérimentation avec la plupart des invertébrés ou avec des tissus en culture, vous n'avez pas besoin de le rapporter au CCPA. Maintenant, les catégories de techniques invasives, ici, on a un exemple assez simple d'un protocole qui a une catégorie de techniques invasives D. Qu'est-ce qui nous a donné les indices, à savoir que c'est un D? Il y a d'une part la description du protocole, puis il y a les mots-clés. Dans le cas de la catégorie de techniques invasives, si on regarde dans les mots-clés, c'est une intervention chirurgicale lourde, donc non terminale, donc avec survie. Donc l'animal ne sera pas euthanasié et l'animal, pendant l'expérimentation animale, va être exposé à des produits chimiques. Donc, c'est la possibilité de créer des douleurs assez importantes. D'ailleurs, la catégorie de techniques invasives n'est pas basée sur la douleur qui est créée, mais beaucoup plus sur la possibilité d'avoir ces douleurs-là. Donc, dans un cas comme celui-ci, c'est évident que les mots-clés nous donnent l'indication que ce soit une catégorie de techniques invasives D. Si on regarde du côté de la description du protocole, ici, on a une description qui est assez complète. Ce n'est pas uniquement le titre qui est donné. On sait que c'est un modèle de maladie cardiaque chez les rongeurs utilisé pour identifier ou valider des médiateurs communs de croissance cardiaque. Mais on a comme explication en plus excision du cœur pour examiner les pathologies. Donc, on sait que c'est un modèle important qui va avoir de la douleur. Donc, à ce moment-là, on peut catégoriser ça, catégorie technique invasive D. Maintenant, le but de l'expérimentation, c'est important parce que c'est ce qui va nous permettre de savoir de quel type de recherche a été effectuée. Alors, on a plusieurs buts qui existent. Il y en a de 0 à 5. Le but 0, qui est colonie d'élevage, protocole d'élevage ou hébergement, c'est un but qui n'est pas rapporté dans le formulaire. On rapporte uniquement les études fondamentales en 1 et médicales en 2, les essais réglementaires en 3, développement de produits en 4 et enseignement en 5. Ce qui est important, c'est de s'assurer que dans le cas des essais réglementaires, maintenant, on va pouvoir déterminer justement le type d'essai réglementaire, on va le voir plus tard. Alors ici, on a, de façon un peu plus simplifiée, un exemple où on va parler des buts du protocole. Alors ici, le titre nous dit « Étude de l'effet antidiabétique du nouveau produit chimique chez le rat diabétique ». Donc, on sait que c'est une recherche fondamentale. On nous donne un protocole, un type de protocole qui est beaucoup plus développé en nous disant que c'est des épreuves de glycémie à jeun et d'hyperglycémie provoquées par voie orale. Et on nous mentionne que l'utilisation de certains animaux pour la formation d'étudiants au cycle supérieur, il va y avoir quelques animaux qui vont être utilisés dans le cadre de l'expérimentation. Et dans les mots-clés, on a prélèvement sanguin, biopsie, gavage. Alors ici, le titre nous donne définitivement le but, c'est-à-dire recherche fondamentale. La dernière phrase où on parle des étudiants du cycle supérieur, il ne faut pas en tenir compte parce que les animaux utilisés, les 63 utilisés, sont utilisés pour la recherche. Alors, même si certains ont été utilisés par des étudiants, c'est de la recherche dans son ensemble, donc on garde un seul but, et c'est les études
fondamentale. Maintenant, la description du protocole, on en a parlé un peu de l'importance de la description du protocole. La description du protocole permet au CCPA de déterminer l'intention visée par le protocole, donc établir le but. Plusieurs institutions, lorsqu'on les visite et qu'on regarde le AUDF, le formulaire d'utilisation des animaux, on s'aperçoit qu'on a un titre, mais le titre nous dit absolument rien. Il nous donne aucune information si ça peut être une recherche fondamentale, enseignement ou autre. Et puis, la catégorie de technique invasive ne l'indique pas non plus. Donc, la description du protocole est extrêmement importante pour déterminer le but de l'étude. Et les mots-clés, c'est justement les mots qui permettent au CCPA de déterminer les procédures qui ont été effectuées chez les animaux, donc la catégorie de technique invasive. Donc, si on résume, en fait, le but, le titre et la description du protocole nous permettent de déterminer le but, alors que la catégorie de technique invasive, elle est identifiée grâce aux mots-clés. Maintenant, le CCPA a produit une liste de mots-clés. C'est important que les institutions prennent conscience de l'existence de cette liste-là. Ça permet d'harmoniser les mots-clés, parce que dans la plupart des protocoles institutionnels, autant protocoles d'enseignement que de recherche, que de tests, la plupart des protocoles maintenant demandent des mots-clés aux chercheurs. Donc, les chercheurs peuvent avoir référence à ces mots-clés-là. L'institution peut en ajouter, mais disons que si c'est possible, le plus possible d'harmoniser les mots-clés, ben, ça permet de faciliter le travail du CCPA aussi. Donc, on vous encourage d'utiliser cette liste-là qui est fort utile. Alors, je répète un peu la même chose. La description du protocole ou des mots-clés, idéalement, il faudrait inclure les deux. Le CCPA n'exige pas en ce moment que vous donniez et une description de protocole et des mots-clés. Vous pouvez faire un des deux, mais comme la plupart des institutions ont dans leur formulaire de protocole des mots-clés qui sont déjà demandés, c'est assez facile, je pense, de faire un protocole descriptif et d'y ajouter aussi des mots-clés. Maintenant, le genre et l'espèce de l'animal. Ça, c'est un point important. Il faut être le plus précis possible, d'une part, mais aussi fournir la capacité au public de comprendre les espèces qui sont utilisées en recherche. Alors, quand on parle des oiseaux en général, on peut parler des poulets, on peut parler des oiseaux sauvages, on peut parler de... Mais on essaie d'être le plus précis possible. La même chose pour les souris. On sait qu'il y a des souris qui sont développées et reproduites uniquement pour la recherche. Il peut y avoir des souris sauvages. Même chose pour les poissons. Alors, ce qui est important, c'est de donner le genre et l'espèce de l'animal. Et dans le cas des chiens et des chats, il est important que l'institution nous explique l'origine de ces animaux-là. Parce qu'on sait qu'il y a des chats qui peuvent venir de sources diverses, il y a des chats qui peuvent venir des fourrières, il y a des chats qui ont été élevés pour la recherche. C'est la même chose pour les chiens. Il y a des chiens qui viennent de fourrières, de SPCA. Il y a des chiens qui sont élevés pour la recherche. Le beagle que vous voyez sur cette photo-là est typique d'un animal qui a été produit pour la recherche. Alors, ce qui est important de s'assurer, c'est qu'on puisse définir leur origine. Parce que, comme j'expliquais tantôt, c'est un point sensible pour le public lorsqu'on utilise des chats et des chiens. Ici, vous avez une copie du fichier, surtout pour montrer que la flexibilité du fichier maintenant. Vous pouvez identifier par espèce, vous pouvez identifier par catégorie de technique invasive, vous pouvez identifier par le but, par le nombre, et finalement aussi, il y a quelque chose d'intéressant sur cette diapositive-là. On regarde par exemple, la ligne numéro 20, où on parle qu'il y a 2 bovins qui ont été utilisés dans une catégorie de technique invasive E, et dans le but, c'était l'enseignement. On discute souvent lors d'évaluation que les protocoles d'enseignement ne devraient jamais être plus invasifs que la catégorie de technique invasive C.
Rarement, on va voir des protocoles d'enseignement en D ou en E. Ici, la raison pour laquelle vous avez une catégorie technique invasive E pour l'enseignement, en fait, l'enseignement, c'est deux aspects. Il y a soit l'enseignement au niveau du premier degré, au niveau du bac ou de la maîtrise ou du PhD, mais il y a aussi de la formation pour les professionnels. Et il y a souvent des médecins, des chirurgiens qui vont devoir développer des techniques et ces techniques-là vont impliquer des techniques invasives plus sévères. Alors, c'est pour ça. Par contre, vous voyez dans la section 2, où on parle des animaux d'élevage non spécifiés. Alors, qu'est-ce qu'un animal d'élevage non spécifié? C'est justement un exemple qui démontre comment c'est important de décrire les espèces qui sont utilisées avec des mots simples, mais au moins on peut avoir soit des moutons, des chèvres ou autres. On aurait pu les catégoriser dans la catégorie d'endroits où ils sont avec les espèces semblables. Donc, c'est des éléments comme ça que vous devez utiliser lorsque vous avez terminé de compléter votre fichier pour l'année en cours. Maintenant, la section sur le nombre d'animaux utilisés, le nombre d'animaux réutilisés et le numéro de protocole de la première utilisation. En fait, on va voir un peu plus près. Ce qui est important, c'est qu'on veut rapporter les animaux qui sont utilisés au cours de l'année civile visée. C'est-à-dire que c'est toujours du 1er janvier d'une année au 31 décembre de la même année. Et le rapport doit nous être fourni avant le 31 mars de l'année suivante. Donc, dans le cas de 2013, il faut utiliser les animaux de janvier 2013 au 31 décembre 2013 et fournir le rapport pour mars 2014. L'inscription du numéro du protocole dans lequel les animaux ont été utilisés pour la première fois, s'ils sont utilisés dans plus d'un protocole. En fait, ce qui est important, c'est qu'il y a un numéro de protocole pour ce projet-là. On décide d'utiliser 30 animaux. On ne sait pas lesquels. Imaginons que ce sont des bovins. On a un troupeau de bovins de 40 têtes. On utilise 20 animaux qui n'ont jamais été utilisés à date cette année-là. Et il y en a 10 qu'on a utilisés dans un autre protocole de la même année. À ce moment-là, on met le protocole, le premier protocole qui a utilisé ces 10 animaux-là, on marque son numéro, c'est-à-dire le 100423. Donc, c'est comme ça qu'on est capable de suivre exactement le nombre d'animaux utilisés. Dans le passé, on avait seulement qu'une colonne qui donnait le nombre d'animaux utilisés. On avait le nombre, et lorsqu'un animal était réutilisé, on mettait un R à côté du nombre. Donc, on pouvait avoir dans une colonne 20 bovins, puis en dessous 10 R, 10 bovins réutilisés. Alors maintenant, on a deux colonnes indépendantes, et pour faciliter le membre du CCPA qui travaille sur les statistiques à produire annuellement, ben, on a le numéro de référence du protocole de ceux qui ont été réutilisés. Donc, ça évite de calculer à plusieurs reprises les animaux. Maintenant, la question la section colonne optionnelle du nombre d'animaux utilisés dans les années précédentes. Cette colonne-là est optionnelle, donc vous n'avez pas nécessairement à la compléter. Ceux qui désirent la compléter habituellement, c'est des gens qui veulent s'assurer que le CCPA a une bonne compréhension, qu'un certain nombre d'animaux présents dans l'animalerie sont utilisés sur plusieurs années. On sait que les animaux qui sont utilisés pendant 4 ou 5 ans, comme par exemple ici, on a des macaques qui sont utilisés depuis 5 ans. Alors, à chaque année, on utilise ces macaques-là, lorsqu'ils sont utilisés, ils font partie du nombre d'animaux utilisés. Si dans la même année, ils sont réutilisés, ben là, on pourrait le mentionner, mais il en demeure pas moins que c'est simplement pour nous informer qu'il y a des animaux qui demeurent à l'institution pour longtemps. Il y a certaines institutions, par exemple, qui ont un troupeau de 40 vaches. À chaque année, ils nous informent que les 40 vaches sont toujours présentes. Et puis, ils nous donnent l'information sur les données. Donc, les données d'utilisation d'animaux pour 2011, ils viennent d'être publiés en décembre dernier. Alors, ils sont maintenant disponibles en ligne sur le site web du CCPA. Il y a certaines modifications de la présentation des données, soit pour faciliter
la compréhension pour donner une vision rapide de certains progrès qui ont été apportés, ou tout simplement qui permettent de mettre en relief les améliorations qui ont été apportées. Ces statistiques-là contiennent aussi un rapport sommaire, donc un résumé pour faciliter l'utilisation si nécessaire. Et il y a aussi un fichier Excel qui est téléchargeable, dont les données peuvent être triées et à ce moment-là utilisées comme comparaison avec le formulaire que vous avez produit vous-même dans la même année. Alors, si on regarde le type d'animaux utilisés en 2011, on s'aperçoit qu'évidemment, les poissons et les souris sont les grands gagnants, avec 39% pour les poissons et 32,7% pour les souris. Par contre, les animaux qui constituent ce que le public déteste le plus voir comme animaux utilisés en recherche et en enseignement, moins en enseignement, mais moins en recherche, ce sont les chiens, les chats, les primates non humains, qui, les trois catégories, les trois espèces ensemble ne représentent que 0,6% du total des animaux. Donc, c'est un graphique qui permet de montrer rapidement les animaux qui sont utilisés et ceux qui sont moins. Ensuite de ça, il y a le but d'utilisation des animaux. En 2011, on s'aperçoit que les sciences fondamentales accaparent une grande partie, soit 61%. Et ce qui est intéressant, on s'aperçoit qu'il y a uniquement 4,7% des animaux qui sont utilisés pour l'enseignement. Et ça, c'est intéressant parce que on s'aperçoit que si on compare avec les années précédentes, on s'aperçoit que le nombre d'animaux utilisés en enseignement a été réduit au Canada. On peut voir aussi, par exemple, que depuis que une nouvelle faculté vétérinaire a été créée à l'Université de Calgary, il y a eu probablement une augmentation du nombre de protocoles d'enseignement. Par contre, l'Université de Calgary a fait un travail exemplaire au niveau des 3R et de la réduction des animaux en enseignement. Des catégories de techniques invasives, encore une fois, c'est intéressant de constater que la plupart des animaux sont utilisés en catégorie de techniques invasives B et C, ce qui représente au moins 60% des animaux, donc ne subissent pas d'inconfort ou de stress ou un stress mineur ou une douleur de courte durée. Donc, c'est déjà encourageant de voir qu'on essaie le plus possible de faire des protocoles où on ne crée pas de douleur et d'inconfort. Et dans le cas des autres catégories, bien évidemment, il y a toujours le raffinement, un des 3R, qui permet de réduire l'inconfort et la douleur. Encore une fois, c'est une fiche qui nous permet de encore parler de la possibilité de trier et d'évaluer les animaux qui sont utilisés, soit au niveau national ou même au niveau de votre propre documents qui sont publiés. Des données sur l'utilisation des animaux, en fait, le CCPA s'engage à publier de façon annuelle les données recueillies. Vous avez vu qu'on l'a fait pour 2011, on va accélérer le processus pour 2012. Ça nous aide aussi à faire des comparaisons avec les autres pays et voir au niveau international quelles sont les tendances d'utilisation des animaux, parce que il faut comprendre que maintenant, les lignes directrices qui sont développées dans un pays sont des lignes directrices qui concernent aussi les autres pays. Il y a toujours une consultation qui se fait entre les pays pour justement mettre en place des lignes directrices. Donc, ces chiffres-là aident à choisir ou à fixer des objectifs sur certaines espèces pour créer des lignes directrices. Ensuite de ça, il y a l'analyse des données qui est faite, les tendances sur le type d'animaux utilisés, les secteurs qui représentent des risques les plus importants de douleur et de détresse chez les animaux. Alors, vous pouvez avoir accès au site web pour avoir l'analyse des données. Aidez-nous à vous aider. C'est un peu une conclusion des propos qu'on a tenus aujourd'hui. À partir de la gauche, où les renseignements sur l'utilisation des animaux dans les établissements sont fournis de façon précise, de façon très claire, bien, à ce moment-là, le CCPA peut utiliser ces informations-là qui ont été formatées d'une façon où on peut les transmettre facilement pour créer un document global, qui est la deuxième étape de cet exemple-là, qui est la comparaison avec les autres établissements.
on peut les mettre ensemble, et tout ça ensemble nous permet de publier des statistiques et d'évaluer les domaines dans lesquels de l'aide est requise pour certaines espèces animales ou dans certains projets. Ici, un témoignage du Dr. Andrew Winterborn. Le Dr. Winterborn, il est directeur des services vétérinaires à l'Université Queen's, et le Dr. Winterborn nous a fait parvenir un document auditif que nous n'utilisons pas puisqu'il est en anglais, mais il nous explique un peu comment lui utilise les données annuelles d'utilisation des animaux dans son institution. Alors, il explique qu'ils ont d'abord commencé à étudier les données d'utilisation des animaux sur une base annuelle et à les présenter de façon détaillée au comité de protection des animaux pour savoir si justement il y avait des éléments là, qui causaient des problèmes et qui pouvaient être corrigés dans le futur. Ensuite de ça, il nous mentionne, nous avons examiné les tendances concernant l'utilisation des différentes espèces et le but d'utilisation des animaux au cours des dernières années afin de déterminer si le nombre d'animaux utilisés a diminué. Par exemple, pour l'enseignement, la plupart des institutions veulent réduire le nombre d'animaux utilisés en enseignement et le site des 3R du CCPA est un outil extrêmement utile car il identifie énormément de secteurs d'activité pour l'enseignement où il est possible d'utiliser des méthodes alternatives. Ensuite de ça, il nous mentionne, le Dr. Winterborn, que les données nationales concernant l'utilisation des animaux servent de point de comparaison avec les données de son établissement. Donc, il peut voir si les tendances dans son établissement correspondent aux tendances nationales. Donc, en gros, le Dr. Winterborn est un exemple de personne qui, justement, cherche le plus possible à utiliser les outils que le CCPA lui permet d'avoir en main. Alors, si vous voulez, c'était la fin de ma présentation. On va passer à une période de questions. Et puis, si je vais essayer de répondre le mieux possible. Merci. Alors, merci beaucoup, Dr. Demers. On a effectivement reçu quelques questions et c'est des questions qu'on reçoit souvent au CCPA. Donc, je crois que c'est une très bonne façon d'y répondre. Très bonne occasion d'y répondre. En fait, la première, c'est quelqu'un demandé, lorsque deux établissements collaborent au même projet, quel établissement est responsable de déclarer les données? Bon, quand il y a deux chercheurs qui travaillent dans une seule institution, en fait, c'est l'institution qui héberge les animaux qui a la responsabilité de fournir le nombre d'animaux utilisés dans ce projet-là. Il est possible que des chercheurs collaborent en participant dans des travaux dans chacune de leurs institutions. Donc, à ce moment-là, chaque institution qui héberge les animaux doit en faire le rapport. Si dans le cas de projet de terrain, par exemple, à ce moment-là, c'est une des deux institutions, et là, il est important de s'entendre par la communication, c'est une des deux institutions qui doit rapporter le nombre d'animaux utilisés, mais pas les deux. OK, parfait. Parlant de terrain, on a souvent aussi la question, par exemple, lorsque l'étude comportement de l'observation d'animaux sur le terrain, est-ce qu'on doit rapporter ces données-là au CCPA? Bon, ça, c'est des projets extrêmement intéressants parce qu'il y a plusieurs possibilités. Et normalement, avant de prendre une décision, à savoir si les animaux doivent être rapportés ou pas, il est important que le comité de protection des animaux regarde le protocole et s'assure vraiment que les animaux n'ont pas été stressés par l'observation des animaux. C'est-à-dire que si on fait l'observation des animaux à distance, avec un télescope ou des choses comme ça, donc on ne touche pas à leur milieu ambiant ou leur site de nidation. À ce moment-là, on n'a pas besoin de le rapporter. Par contre, à chaque fois où on intervient dans un milieu donné où les animaux vivent, se reproduisent, étant donné que c'est des animaux de la faune, les animaux de la faune ont des catégories de techniques invasives un peu plus marquées que les animaux de laboratoire. Et ça, vous pouvez le voir dans les lignes directrices sur les animaux de la faune. Donc, s'assurer qu'il n'y a vraiment pas d'interaction ou de stress causé aux animaux. S'il n'y en a pas, on n'a pas besoin de le rapporter. Mais s'il y en a, il y a même des catégories de techniques invasives D qui peuvent être mises sur un protocole d'observation des oiseaux. C'est lorsque c'est fait dans un milieu de nidation
Donc, il faut être prudent à ce sujet-là. Parfait. Et la dernière question qu'on a reçue porte sur les têtards. Donc, est-ce que les têtards doivent être rapportés dans le formulaire soumis au CCPA chaque année? Bon, si on consulte les lignes directrices sur l'utilisation des poissons, vous allez noter que les œufs et les larves de poissons ou d'amphibiens qui n'ont pas encore atteint un stage de développement où leur survie est probable ne doivent pas être déclarés sur le formulaire. Donc, en principe, on ne les déclare pas. Donc, assez clair. Parfait. Donc, c'était les questions que nous avons reçues et c'est le temps qu'on avait pour poser des questions. Donc, c'est parfait. Mais c'est certain qu'on vous invite à nous contacter de nouveau si vous avez d'autres questions, des hésitations, des commentaires lorsque vous êtes dans le processus de remplir votre fameux formulaire. Donc, vous pouvez nous contacter directement, en fait, par courriel, par téléphone. Mais je suis certaine que le docteur Demers se fera un plaisir de répondre à vos questions en français. Mais vous pouvez également contacter notre experte à l'interne du formulaire d'utilisation d'animaux d'expérimentation, Madame Wendy Clarence, adjointe à la recherche au CCPA. Donc, elle va pouvoir répondre vraiment à toutes vos questions très précises. C'est vraiment quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Donc, on vous invite à la contacter directement par courriel ou par téléphone. Vous voyez ses coordonnées à l'écran et va se faire vraiment un plaisir de travailler avec vous. Donc, c'était nos instructions, nos informations pour vous. Je crois que ça conclut notre webinaire sur les instructions concernant la fiche d'utilisation d'animaux d'expérimentation. Encore une fois, on vous invite à nous contacter si vous avez des questions, des hésitations. Ça nous fera toujours plaisir de répondre à vos questions. Alors, un gros merci à tous. Et en quittant, je vais seulement vous rappeler que vous allez recevoir un questionnaire de suivi par courriel au cours des prochains jours. Donc, on vous demande de bien vouloir prendre 2-3 minutes pour le remplir afin de nous aider à offrir des webinaires qui soient vraiment pertinents pour vous, qui soient vraiment utiles. Et on vous rappelle qu'on va publier une copie de l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui sur notre site web. Donc, vous pourrez l'écouter de nouveau si vous voulez confirmer des trucs que vous avez appris aujourd'hui. Vous pouvez aussi envoyer le lien du webinaire à vos collègues qui pourraient être intéressés par le sujet, mais qui n'ont pas pu être avec nous aujourd'hui. Donc, voilà, ça conclut notre webinaire au nom de tous les membres du secrétariat, du docteur Demers et de moi-même. Je vous remercie de votre participation et je vous souhaite une excellente journée. Vous pouvez maintenant vous déconnecter.